Ma mère a dit, nous ne pourrons pas faire Noël pour les enfants cette année. J'ai simplement hoché la tête puis j'ai ouvert Facebook. Son salon, débordant de cadeaux. Les enfants de ma sœur, en train de déballer. Je m'appelle Dominique Dubois et j'ai 34 ans. Je peux vous dire le moment exact où une douce matinée de fête s'est transformée en un souvenir aussi tranchant que du verre brisé, l'odeur de la cannelle, le sifflement de ma bouilloire bon marché, et les mots que ma mère a chantonnés comme s'ils étaient une prière. Nous ne pourrons pas faire Noël pour les enfants cette année. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas scié. J'ai juste penché la tête, regardé la vapeur s'enrouler au-dessus de la bouilloire, et j'ai hoché la tête. Je comprends, maman. Les courses étaient hors de prix. Les loyers augmentaient. Tout le monde gérait son budget au plus juste. Vraiment, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Je comprends. Elle a même pleuré un peu en l'expliquant. Comment ça lui brisait le cœur qu'il n'y ait rien pour les petits-enfants cette année, que nous devrions quand même prendre un bon petit déjeuner ensemble, faire simple, être reconnaissant. Je l'ai cru. Je l'ai serré dans mes bras à la porte et j'ai promis d'apporter des brioches à la cannelle. Chloé, 6 ans et vivant toujours au cœur tendre de l'émerveillement, s'est réveillée tôt dans un pyjama scintillant que j'avais trouvé dans une friperie. Le tissu captait la lumière et la faisait ressembler à une petite étoile de mer. Je l'ai regardée trottiner jusqu'à la cuisine, se frotter les yeux et sourire au seul cadeau emballé qui attendait sur la table, une petite boule à neige avec un renne de travers à l'intérieur. Elle l'a secouée si délicatement, comme si elle savait qu'elle pourrait se briser si elle respirait trop fort. Je l'adore, a-t-elle dit. Pas de déception, pas de bouche pincée, juste un bonheur simple. J'ai pensé, peut-être que c'est suffisant. Peut-être que nous allons bien. Nous nous sommes partagés une brioche à la cannelle. J'ai essayé d'ignorer la façon dont mon téléphone vibrait contre la table avec les notifications texto de vœux, publications scintillantes, les sapins des autres. Mais l'habitude l'a saisi quand même. Un coup de pouce, une application ouverte, et puis mon souffle s'est coupé. La vidéo a commencé à se lancer automatiquement avant que je puisse détourner le regard. Le salon de ma mère. Pas le mien, le sien. Un sapin débordant de décoration, la cheminée rugissante, un tapis épais de papier cadeau. L'angle de la caméra tremblait de rire, et quelqu'un ma mère filmait, gloussant comme une jeune fille. Dans un tourbillon de couleurs, les 3 enfants de ma sœur Élise déchiraient des boîtes lourdes de grandes marques, Apple, Nike, Lego, Beats. Un des jumeaux a soulevé une PS5 comme s'il avait trouvé Excalibur. Le cadre a balayé la pièce, et dans le coin le plus éloigné se trouvait maman, le visage illuminé comme un halo par l'écran de son téléphone, disant « Ouvre celui-là ». Non, celui-là. Je n'ai pas senti mes mains bouger, mais soudain, mon toast était posé et mon téléphone était plus proche, l'écran une blessure brillante. La légende d'Élise, le meilleur Noël de tous les temps. J'ai senti une chaleur dans ma gorge, comme si j'avais avalé un thé trop chaud. Il m'a fallu une grande inspiration pour me souvenir que j'étais assise à ma propre table, que le genou de Chloé heurtait le mien en dessous, que la lumière du matin reposait encore doucement sur notre sol. C'est la maison de mamie, a demandé Chloé, sa voix petite et curieuse. Elle a regardé la vidéo, puis notre salon silencieux. La brioche à la cannelle entre nous s'est réduite à une spirale enfantine. Maman, pourquoi le Père Noël n'est pas venu chez nous ? La question a éraflé quelque chose de vif en moi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes doigts bougeaient déjà comme s'ils avaient été entraînés pour ce moment précis. De l'écran à la capture d'écran, de l'image vidéo à la pile de cadeaux au visage rieur de maman. Glissement vers mon application bancaire. C'était là, 3 décembre, virement de 2200 € à Hélène Dubois. Libellé, hypothèque. Je t'aime. J'ai fixé ces 4 mots pendant un très long moment. Puis j'ai rouvert Facebook. J'ai posté 2 images, une de mon paiement, une de leur montagne de cadeaux. Au-dessus, j'ai tapé un seul mot et j'ai appuyé sur publier, annuler. Le son de la maison a changé après ça. La bouilloire a cliqué dans son propre silence. La cuillère de Chloé a gratté son assiette une fois, puis s'est immobilisée. Loin, dans un autre monde, du papier se déchirait, des enfants criaient, et la voix de ma mère voguait sur une marée de joie. Dans mon monde, il n'y avait que moi, une enfant de 6 ans, et l'écho laissé par le mot que j'avais lancé dans l'éther. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Je me suis dit que ce serait la fin. Peut-être que le message était passé. Peut-être que je pourrais sauver quelque chose de tendre des décombres de cette matinée.
À 8h45, quelqu'un a martelé la porte. Pas un coup frappé, des poings. Je l'ai ouverte sur une vision de cheveux en désordre, un manteau flottant, et la bouche de ma mère formant déjà la forme de mon nom comme une arme. Elle m'a bousculé avant que je puisse bouger. « Comment oses-tu » a-t-elle dit, la voix vibrante de fureur. « Comment oses-tu étaler nos affaires privées comme ça, Dominique ? Tu ne comprends pas ce que ces enfants ont traversé. » Les enfants d'Élise avaient besoin d'un vrai Noël. En avaient besoin. Et maintenant, tu me fais passer pour une menteuse. Tu es mesquine. Tu fais toujours ça quand tu es dépassée. Je l'ai regardée et j'ai pensé à la façon dont elle avait pleuré à ma table de cuisine, au fait qu'il n'y aurait rien cette année et que nous ferions simple. Ma colère n'est pas arrivée comme un feu. Elle est arrivée comme de la glace, claire et structurée. Chloé se tenait près du couloir, serrant sa boule à neige avec le renne contre sa poitrine comme un témoin. « As-tu utilisé l'argent de l'hypothèque que j'ai envoyé » ai-je dit calmement. « Pour leur Noël ?» Les yeux de ma mère ont filé vers Chloé puis vers le sol. Elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Ses épaules se sont soulevées et abaissées, et elle a dit quelque chose sur le fait de rééquilibrer les choses, sur l'équité, sur le fait que les enfants d'Élise avaient tant souffert et seraient anéantis sans une matinée digne de ce nom. Elle a continué à parler comme si les mots allaient la sauver. Un bourdonnement a commencé derrière mon œil gauche. Dans une autre vie, je me serais précipité pour l'apaiser, pour dire que je comprenais, pour prendre sa culpabilité et la faire mienne. Dans cette vie, ce matin-là, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. « S'il te plaît, pars » ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte en grand. « Dominique, pars » ai-je répété en m'écartant. Elle est restée immobile comme si elle avait atteint le bord d'une scène et ne savait pas où aller s'il n'y avait pas de réplique qui l'attendait. Finalement, elle a resserré son manteau autour d'elle, a regardé par-dessus mon épaule vers Chloé avec un tremblement dans la voix qui était presque convaincant, puis elle est sortie. Des pas martelants, la porte se refermant sur ces mots. Le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était le genre de silence qui se souvient vivement du bruit. J'ai fait du thé. Je ne l'ai pas bu. J'ai posé la bouilloire très doucement. Chloé a placé la boule à neige avec précaution sur le rebord de la fenêtre et est venue poser sa tête contre mon flanc. Nous sommes restés ainsi un moment. Nous deux, la bouilloire, le Noël qui n'a pas eu lieu. Mon téléphone débordait de notifications. Il y avait des j'aime, les premiers commentaires, un message privé de mon oncle Antoine avec un vague « appelle-moi » et un message d'Étienne, mon petit ami, demandant « ça va ? Je suis dehors si tu as besoin de moi. » J'ai failli lui dire d'entrer, failli demander le refuge chaleureux de ses bras, sa respiration régulière. Mais il aurait apporté sa propre histoire sur mon porche, et je ne voulais aucune histoire sauf la mienne et celle de ma fille à ce moment-là. Une seconde plus tard, une demande d'amis est apparue, d'une femme que je n'ai pas reconnue au premier coup d'œil, Marion, l'ex d'Étienne. L'ex qui apparaissait parfois comme une tache au bord de notre bonheur. Pas de message, juste la demande. Le timing m'a agacé, comme si l'univers avait décidé d'allumer un deuxième petit feu alors que le premier fumait encore. J'ai refusé, désactivé mes données, et tout retourné à nouveau face contre la table. Chloé m'a regardé. Sa voix était douce et terriblement mûre pour une enfant de 6 ans. « Maman, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?»« Non, mon bébé, » ai-je dit en pressant mes lèvres sur ses cheveux. « Nous n'avons rien fait de mal. » J'ai nettoyé le comptoir. J'ai rincé le couteau. J'ai plié le torchon avec une précision que je réservais au jour où le monde menaçait de s'effondrer. Je ne regarderai pas la vidéo à nouveau. Je ne lirai pas les commentaires ni les tentatives privées de me ramener au rôle que j'avais joué pendant des années, la réparatrice, la donatrice, celle qui savait comment amortir chaque coup avec un virement et un deuxième sourire. Quand je me suis finalement assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour faire défiler, mais pour chercher. Une vieille habitude, faire des listes pour donner un sens au chaos. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé de la manière dont on pourrait graver des mots dans une table, comptabilité de décembre. En dessous, les chiffres s'alignaient comme de petits soldats, virement pour l'hypothèque, commande d'épicerie, paiement de forfait téléphonique, supplément Carrefour, cadeau, transport, faveur, le travail discret d'être la plus forte. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. La vérité m'avait déjà mouillé les mains et giflé pour me réveiller. De l'autre côté de la pièce, la neige dans la boule à neige s'est déposée. La rafale à l'intérieur est tombée dans l'immobilité,
et le renne se tenait dans son hiver éternel. J'ai imaginé le salon de ma mère, l'ouragan de papier, le feu dans la cheminée, les visages brillants et impeccables de toutes ces grandes marques et j'ai senti quelque chose se décrocher en moi. Pas de la rage, pas même du chagrin. Un clic silencieux, comme une serrure qui se trouve. À midi, la lumière a changé. La vitre de la fenêtre nous reflétait toutes les deux, moi avec une tasse refroidie, Chloé dessinant des étoiles sur du papier brouillon. Mon téléphone a vibré une dernière fois. La publication d'Élise, certaines personnes devraient arrêter d'être amères et apprendre à être heureuses pour les autres. Et en dessous, ces enfants tenant une boîte Gucci comme un trophée. J'ai fermé les yeux. Je pouvais goûter le sucre et la cendre. Quand je les ai rouverts, la pièce semblait la même, mais l'air était différent, comme si nous étions entrés dans une nouvelle maison qui portait simplement nos meubles. Je me suis levé, j'ai embrassé le sommet de la tête de ma fille, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. S'ils veulent que je sorte de leur petit conte de fées, ai-je dit à la vitre, mon souffle formant un nuage de buée que j'ai essuyé du revers de la main, ils obtiendront leur vœu. Ni dramatique, ni crié. Une simple phrase suspendue comme une petite cloche dans une église silencieuse. J'ai éteint la bouilloire. J'ai rassemblé notre vaisselle. J'ai pris le téléphone une dernière fois et j'ai mis le monde en sourdine. Puis, stable comme l'hiver, j'ai commencé à arrêter, morceau par morceau. Après ce matin de Noël, quelque chose en moi s'est figé. Pas insensible, juste silencieux. Je n'ai pas publié de message de rage ni supplié des excuses. J'ai laissé le silence faire le travail, le genre de silence qui pousse les gens à se demander ce qui va suivre. Pendant une semaine, je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère. Pas un texto, pas un appel. Élise n'a pas envoyé de message non plus. Elles étaient probablement dans leur discussion de groupe à décider combien de temps il faudrait avant que Dominique ne se calme. Je connaissais le scénario, elle l'avait écrit pour moi il y a des années. J'étais la personne fiable, la forte, le punching ball émotionnel avec un portefeuille. Mais cette fois, les répliques avaient changé. Le premier fil que j'ai tiré était simple, notre forfait téléphonique familial. Je les avais ajoutés il y a des années quand papa avait pris sa retraite. 3 lignes, maman, papa, et Mathis, l'aîné d'Élise. Ce matin-là, pendant que Chloé regardait des dessins animés, je me suis connecté, j'ai fait défiler jusqu'à « gérer les lignes » et j'ai cliqué sur « annuler » à côté de chacune. Pas de colère, juste clic, clic, clic. Le soir, ma mère a textoté depuis le téléphone d'Élise, « Maman, nos téléphones viennent de cesser de fonctionner. Y a-t-il une panne ?» Moi, lu. Pas de réponse. J'ai préparé le dîner, du riz frit, celui que Chloé adorait. Elle m'a demandé pourquoi je souriais en remuant les œufs. Parce que parfois, ma chérie, lui ai-je dit, le silence est un cadeau. Ensuite, ce fut le tour du compte Carrefour. Une autre chose que j'avais mise en place à l'époque où l'argent était rare. J'ai supprimé tous les utilisateurs supplémentaires et changé le mot de passe. Le même après-midi, papa a laissé un message vocal. Son ton était confus, pas encore en colère. Salut, Domi, j'ai essayé de prendre quelques trucs et la carte n'est pas passée. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. Pas d'erreur. Je n'ai simplement pas répondu. Il leur restait une dernière bouée de sauvetage, leur hypothèque. J'ai continué à la payer jusqu'en janvier, non pas parce que je le voulais, mais parce que je voulais voir combien de temps ils continueraient à prétendre que rien ne s'était passé. Ils n'ont pas dit merci, ne l'ont pas reconnu du tout, ils ont juste encaissé et sont restés silencieux. Ce silence m'a tout dit. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était du calcul. Ils pensaient que s'ils attendaient assez longtemps, je me sentirais seul. Ils pensaient que le silence me ferait peur et me ramènerait à ma place. Mais le silence avait toujours été mon langage le plus fort. À la mi-février, j'ai fait mon prochain mouvement, l'argent des courses. Pendant des années, maman avait envoyé ses listes de courses tous les vendredis. J'ouvrais l'application de Carrefour et je commandais tout directement chez eux, sa petite routine de dépendance qu'elle prétendait n'être que temporaire. Cette semaine-là, je n'ai rien commandé. Quelques jours ont passé avant que son message n'arrive, « Salut, ma chérie. Les choses ont été un peu difficiles dernièrement. Si par hasard tu as quelque chose en plus pour la nourriture cette semaine, nous l'apprécierions vraiment. » J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai répondu, « Chloé te dit bonjour. » 3 points sont apparus, puis ont disparu. Pas de réponse.
C'était comme appuyer sur un bleu et réaliser qu'il ne faisait plus mal. Plus tard cette semaine-là, l'oncle Antoine m'a textoté de nulle part, « Salut, on organise un dîner d'anniversaire pour Élise le week-end prochain. J'ai pensé que ce serait bien si on participait tous. Un truc de famille. » J'ai parcouru la page d'Élise avant de répondre, parfum Gucci, traiteur, ses enfants en tenue de créateur assorti. Puis j'ai envoyé à Antoine une capture d'écran de tout ça. Sans mots. Il l'a vu, m'a laissé en lu. Ce soir-là, Étienne a appelé. « Tu es plus silencieuse que d'habitude », a-t-il dit doucement. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, le silence, le lent dénouement. Il n'a pas interrompu, il a juste écouté comme je l'aimais pour ça. Après une pause, il a dit, « Tu sais, tout le monde n'aurait pas la force d'arrêter. » La force ? J'ai laissé échapper un rire qui semblait plus fatigué qu'amusé. J'en ai juste marre d'être utile. Il est resté silencieux un moment. Tu as le droit de protéger ta paix, Dominique. Tu as le droit d'arrêter de réparer les gens qui t'ont brisé. Les mots ont fait leur chemin, mais ne se sont pas installés. Je n'étais toujours pas sûr si la paix était quelque chose que je méritais ou quelque chose que je devais gagner. 2 jours plus tard, Élise a textoté, « Maman a dit que tu agissais bizarrement. » Ça va ? Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, un autre message est arrivé, plus long cette fois, « Écoute, je sais que tu es contrarié, mais ça va trop loin. Chloé manque aux enfants. Elle me manque. Parlons-en. » Je l'ai lu 2 fois. Ces mots semblaient répétés, comme si elle les avait pratiqués à voix haute avant de les envoyer. Je l'ai laissé en lu. Quelques heures plus tard, un message vocal est apparu. Je ne voulais pas l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. Son ton était doux, prudent, comme si elle essayait une nouvelle personnalité. « Dominique, je ne veux juste pas que les choses dégénèrent. La famille, c'est la famille. Nous devrions nous élever au-dessus du drame. » Ces mots étaient doux, mais en dessous se trouvait la même pourriture. S'élever au-dessus signifiait nous pardonner sans aucune responsabilité. Je l'ai bloqué. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est resté immobile pendant toute une journée. Pas de vibration, pas de culpabilité, juste le silence. Puis un message de maman à nouveau, cette fois d'un nouveau numéro, « La voiture fait encore des bruits bizarres. Je pense que c'est la transmission. Pourrais-tu aider pour la réparation ? » Je n'ai pas répondu. Le lendemain, papa a appelé. Sa voix était calme, trop calme, comme il parlait toujours quand il voulait quelque chose. « Ta mère est contrariée », a-t-il commencé. « Nous voulons juste parler. »« Non », ai-je dit. « Dominique, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas sain. Tu ne peux pas simplement. » « C'est exactement ce que je peux faire. » Il a hésité. « Alors, tu vas juste laisser la maison partir ? Comme ça ? » « Oui. » Silence. Puis, une lente expiration, le son de quelqu'un qui réalise qu'il a perdu le contrôle d'une histoire. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, Élise a posté une citation dans sa publication, « Couper les ponts avec les gens ne fait pas de vous quelqu'un sans cœur. Ça fait de vous quelqu'un d'honnête. » J'ai ri aux éclats. L'ironie était presque élégante. Mais ce rire s'est vite éteint parce que je connaissais ma famille. Il n'avait pas fini. Il n'accepterait jamais d'être ignoré. Il trouverait un nouvel angle, une nouvelle façon de me faire culpabiliser, un moyen de me peindre comme la méchante. Ce que je ne savais pas, c'est que leur prochain coup ne me concernerait pas moi. Il concernerait Chloé. Un front froid a balayé la région cette semaine-là. Le vent hurlait contre nos fenêtres comme s'il nous avertissait. Chloé et moi sommes restés emmitouflés dans des couvertures, à manger du pop-corn et à regarder de vieux films Disney. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à la paix. Mais la paix, j'étais en train de la prendre, est fragile, et ma famille était sur le point de tester jusqu'où j'irais pour la protéger. Mars est arrivé avec un faux sentiment de calme. Les arbres bourgeonnaient tôt, l'air était plus doux, et pendant quelques semaines, je me suis laissé croire que le silence s'était transformé en paix. Chloé et moi avons commencé de nouvelles routines, pancakes le samedi, dessin tard le soir, promenade au parc quand la lumière devenait dorée. C'était presque comme si nous vivions la vie plus facile de quelqu'un d'autre. Jusqu'à la vidéo. Elle est arrivée un dimanche matin tranquille, 2 semaines avant Pâques. L'iPad de Chloé a sonné sur la table basse. Normalement,
seule une poignée de personnes pouvaient la joindre, moi, son professeur, sa cousine Léa. J'ai baissé les yeux, j'ai vu le nom de l'expéditeur, et je me suis figé. Maman. J'ai hésité. Peut-être, juste peut-être, que c'était des excuses. Ce n'était pas le cas. Quand j'ai ouvert, l'écran s'est rempli de la voix joyeuse de ma mère. D'accord, les enfants. Dites merci au lapin de Pâques. La caméra a balayé le salon d'Élise, les murs scintillants de décorations pastel, des paniers débordant de bonbons, de jouets, et même d'enveloppes d'argent. Les jumeaux ont poussé des cris de joie en sortant des cartes cadeaux, et ma mère a ri derrière la caméra si fort que mon estomac s'est noué. Puis sont venus les mots qui m'ont transpercé. Un des jumeaux a demandé, « Est-ce qu'on va voir Chloé ?» La réponse de maman, enjouée et insouciante, « Non, pas cette année. » Sa maman est encore difficile. J'ai senti Chloé se raidir à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé, son petit visage figé comme de la pierre. Quand la vidéo s'est terminée, elle s'est levée tranquillement, est allée dans sa chambre et a fermé la porte. Je suis resté assise là, à fixer l'image figée, le sourire de ma mère pris en plein rire, le salon d'Élise brillant d'abondance, et quelque chose en moi a finalement cédé. Je n'étais plus simplement en colère. J'en avais fini. Sans réfléchir, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au compte de l'hypothèque et j'ai annulé le paiement récurrent. Pas d'avertissement, pas d'explication. Juste clic, annuler. Laissez-les se débrouiller quand la banque appellerait. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un serrurier. Changer les serrures, ai-je dit d'un ton plat. Aujourd'hui. Le soir, chaque porte avait une nouvelle clé. Étienne est passé plus tard avec des plats à emporter, le front plissé quand il a vu la camionnette de l'artisan s'éloigner. Dominique, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, la vidéo, les mots, le visage de Chloé quand elle a entendu « difficile ». Il a écouté en silence, sa main trouvant la mienne sur la table. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-il dit. « Il ne mérite pas un pouce de plus de ta confiance. » Mais la culpabilité me rongeait encore. J'avais passé tant d'années à assimiler le silence à la cruauté que je devais me le rappeler, parfois, le silence est une question de survie. Cette nuit-là, j'ai trouvé Chloé dans son lit, serrant sa boule à neige avec le renne. « Ma chérie » ai-je murmuré. « Ça va ?» Elle m'a regardé avec une question trop vieille pour son petit visage. « Pourquoi mamie dit de mauvaises choses sur toi ?» J'ai pris une profonde inspiration. Parce que parfois, les gens n'aiment pas quand on arrête de les laisser nous faire du mal. Elle a hoché la tête lentement, puis a dit, « Est-ce qu'on peut juste rester ici pour Pâques ?» Oui, ai-je dit. Juste nous. Et pendant quelques jours, ce fut le cas. Jusqu'à ce que l'on frappe à la porte. C'était un vendredi après-midi quand mon téléphone a vibré. Un appel de l'école de Chloé. Mon estomac s'est serré. Madame Dubois, a commencé la secrétaire. Votre mère est passée aujourd'hui. Ma mère. Oui. Elle a dit qu'elle était toujours listée comme contact d'urgence et voulait déposer un cadeau pour Chloé. Nous ne l'avons pas autorisée à entrer dans la classe, mais elle a laissé un sac au bureau d'accueil. Quand je l'ai récupéré, j'ai trouvé un sac cadeau pastel rempli de bonbons, une poupée, et une carte pliée. À l'intérieur, écrit de sa main bouclée, « Mamie t'aime toujours, peu importe ce que maman dit. » Mes mains tremblaient. Ce n'était pas de l'amour. C'était du poison déguisé en papier pastel. Je suis rentré directement à la maison, j'ai appelé l'école et je l'ai retirée de toutes les listes de contacts. Elle n'est plus autorisée à approcher ma fille, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Cette nuit-là, j'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père, puis celui d'Élise, puis celui de chaque cousin qui aimait encore jouer les médiateurs. Fini les coupes lentes, fini de prétendre que nous pouvions réparer ce qui avait pourri. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous un ciel couleur d'ardoise, et dans un silence si profond qu'il résonnait dans mes oreilles. Pour la première fois, je n'attendais pas un texto ou un appel ou une crise que je devais résoudre. Chloé et moi avons teint des œufs ce week-end-là, juste nous deux. La cuisine sentait le vinaigre et les biscuits au sucre. Elle a ri quand la teinture a taché ses doigts, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des mois, elle riait librement. Plus tard, quand elle est allée se coucher, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant les lampadaires bourdonner. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de douleur, pas de bruit du monde de ma mère s'infiltrant dans le mien, juste le silence,
le genre qui ne demande pas d'explication. Mais alors que j'étais assise là, mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité m'a fait jeter un œil. Une photo, un gros plan du sac cadeau de l'école. La même poupée, les mêmes bonbons, la même carte posée sur le comptoir de la cuisine de quelqu'un. Le comptoir de ma mère. Et en dessous, une légende, on peut bloquer le sang, mais on ne peut pas l'effacer. Le frisson qui m'a parcouru n'était pas dû à l'air de la nuit. Il n'avait pas fini. Il ne finirait jamais. Et au fond de moi, j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de contrôle, de punition. Et ma famille venait de déclarer la guerre. Le printemps est arrivé tard cette année-là. On était en avril, mais les arbres semblaient encore à moitié endormis, leurs branches nues contre un ciel délavé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé que le calme allait peut-être enfin s'installer. Les appels avaient cessé, les messages s'étaient taris, et l'air dans ma maison semblait à nouveau respirable. Jusqu'à l'arrivée de l'enveloppe. Elle était blanche et simple, glissée entre les factures et les prospectus dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture cursive tremblante, Dominique Dubois. J'ai failli la jeter avec les publicités, mais quelque chose dans l'écriture m'a fait hésiter. Elle semblait délibérée. À l'intérieur se trouvait un document imprimé, un testament daté d'Aix en grave peine une semaine. Les noms de mes parents en haut, leur signature en bas. Il était écrit, nous, étant saints d'esprit, laissons notre maison, nos biens et tous nos actifs financiers à notre fille Élise, qui est restée fidèle et nous a soutenus durant nos dernières années. Aucun héritage ne sera accordé à notre fille Dominique, qui a choisi de se séparer de cette famille. Collé sur la première page, un post-it jaune, tu as fait ton choix. Nous aussi. Je suis resté au comptoir de la cuisine à le regarder, sentant mon pouce accélérer dans ma gorge. Je me fichais de l'argent. La plupart de la maison avait été payée avec mes virements de toute façon. Mais voir mes propres parents mettre ça sur papier, ce n'était pas une question de propriété. C'était une question d'humiliation. C'était leur dernière tentative pour dire « Tu n'appartiens pas à cette famille ». Chloé coloriait à la table. « Maman, ça va ?» a-t-elle demandé sans lever la tête. J'ai glissé les papiers dans un dossier. « Oui, mon bébé, juste des trucs d'adulte. » Mais mes mains tremblaient. 2 jours plus tard, l'onde de choc a commencé. D'anciens collègues ont commencé à m'envoyer des messages, polis, prudents, comme des gens qui marchent sur des œufs autour d'une rumeur. « Salut Dominique, j'espère que tu vas bien. Ta mère a mentionné que tu traversais une période difficile. Elle a dit que les choses étaient dures depuis que tu as quitté ton travail. » Chaque message était comme un coulant. Elle réécrivait l'histoire à nouveau, et cette fois, elle voulait un public. Puis Chloé est rentrée du cours d'art avec un prospectus pour une collecte de nourriture. Un post-it était attaché, « Dieu ne tourne pas le dos à la famille. Peut-être que tu ne devrais pas non plus. » J'ai senti la pièce tanguer. « Qui t'a donné ça ?» ai-je demandé. Chloé a froncé les sourcils. Une gentille dame devant l'école. Elle a dit que mamie lui manquait. Ma vision est devenue brûlante sur les bords. Cette nuit-là, j'ai vérifié nos caméras de sécurité 2 fois, puis 3 fois. Les lumières de l'allée ont clignoté une fois avant de se stabiliser. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 10 nouveaux courriels. Adresses inconnues. Certains étaient vides, d'autres contenaient de vieilles photos, moi et Chloé au parc, à l'épicerie, à sa pièce de théâtre scolaire. L'un d'eux incluait une note vocale, déformée mais sans équivoque, la voix de ma mère disant « Elle le regrettera un jour. Elle reviendra. » J'ai ouvert un nouveau document Google et j'ai commencé à taper « Registre des preuves ». Date, heure, capture d'écran, tout. Puis j'ai appelé un avocat. Il s'appelait Jacques Foucault, un avocat spécialisé en droit de la famille qu'Étienne m'avait recommandé il y a des mois quand j'avais mentionné pour la première fois de couper les ponts avec eux. Je lui ai tout raconté, l'argent de Noël, le harcèlement, les messages, la vidéo de Pâques. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête lentement et a dit « Vous avez besoin d'une injonction d'éloignement, Dominique. Ce n'est plus un conflit familial. C'est du harcèlement. » Remplir les documents semblait surréaliste, froid, presque mécanique, mais c'était aussi libérateur. Quand la notification a finali été signifiée, ma mère a laissé un seul message vocal, long de 8 minutes, sanglotant, suppliant,
tordant la culpabilité dans chaque phrase, « Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça, à ta famille. Nous t'avons élevé mieux que ça. Tu nous punis, tu empoisonnes ta fille contre ses propres grands-parents. Sais-tu à quel point c'est cruel ? » Je n'ai pas écouté le reste. Je l'ai simplement effacé. Cette nuit-là, Chloé s'est glissée dans mon lit. Elle n'avait pas fait ça depuis des mois. « Est-ce que Noël chez mamie te manque ?» ai-je demandé doucement, craignant à moitié sa réponse. Elle a secoué la tête. Il n'aimait pas ma poupée. Simple, honnête, suffisant. J'ai éteint la lumière et je suis resté allongé dans le noir, réalisant qu'elle ne les avait pas réclamés une seule fois depuis que j'avais bloqué leur numéro. Le lendemain, j'ai fermé mon ancien compte Facebook, celui lié aux fils familiaux, aux discussions de groupe, aux albums photos d'anniversaire qu'ils avaient déjà oubliés. J'en ai ouvert un privé sous un autre nom, et n'ai ajouté que des personnes qui me semblaient sûres. Puis j'ai fait un autre changement. J'ai demandé à ce que le nom de famille de Chloé soit légalement changé, juste à l'école pour l'instant. Une miette de pain de moins à suivre pour eux. Étienne m'a aidé à remplir les formulaires. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il m'a juste regardé et a dit, « Je sais que tu penses que tu coupes les ponts, Dominique, mais certains ponts doivent rester en cendres. » 2 semaines plus tard, une lettre recommandée est arrivée d'une boîte postale à Marseille. À l'intérieur se trouvait une seule photo imprimée, moi, debout dans mon allée, tenant le sac à dos de Chloé, la lumière du soleil dans mes cheveux. Pas de mots, juste la preuve qu'il continuait à surveiller. Mon avocat l'a envoyé directement à la police. La boîte postale avait été ouverte avec une fausse carte d'identité. Les images de surveillance montraient une femme correspondant à la corpulence d'Élise. Ils ont classé l'affaire comme harcèlement. Je pensais que ce serait la fin. Ce n'était pas le cas. Au cours des jours suivants, les appels bloqués ont recommencé. Des messages vocaux remplis de parasites et de respirations chuchotées. Puis un texto d'un numéro usurpé qui disait « Elle te détestera quand elle sera plus grande ». Le même après-midi, l'école a de nouveau appelé. Quelqu'un avait essayé de venir chercher Chloé plus tôt, prétendant être ma mère. Elle est partie quand on lui a demandé une pièce d'identité. Quand j'ai raccroché, mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. J'ai d'abord appelé mon avocat, puis la police. Nous avons ajouté « tentative d'ingérence dans la garde d'enfants » au dossier. Cette nuit-là, je me suis assise dans la chambre de Chloé, la regardant dormir, sa boule à neige scintillant doucement dans la lueur de la veilleuse. Pendant des mois, j'avais coupé les liens discrètement, espérant que le silence les ferait disparaître. Au lieu de cela, ils s'enfonçaient plus profondément, convaincus que leur contrôle était une forme d'amour. Mais j'en avais fini d'être leur miroir. Désormais, je ne refléterais que ce qui était réel. Le matin après le dépôt de la plainte à la police, je suis resté assise dans ma voiture devant l'école de Chloé, bien après que la cloche ait sonné. Mon café avait refroidi. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots du directeur, « Une femme prétendant être votre mère a essayé de venir chercher Chloé. » Cette phrase s'est gravée en moi. Pendant des années, j'avais balayé la culpabilité que ma famille me jetait à la figure, les accusations, la manipulation, les traitements silencieux, tout cela semblait surmontable. Mais c'était différent. Il ne jouait plus seulement avec moi. Il tendait la main vers mon enfant. Cet après-midi-là, j'ai rappelé le serrurier, juste pour être sûr. Chaque serrure a été changée. Puis j'ai appelé l'avocat et j'ai demandé jusqu'où l'injonction d'éloignement pouvait s'étendre. Il a dit qu'il ajouterait le nom de Chloé. Assurez-vous qu'elle soit blindée, lui ai-je dit. Ils n'ont pas le droit de l'approcher. Ni à l'école, ni à la maison, nulle part. Cette nuit-là, j'ai trouvé quelque chose qui a failli me briser. Chloé était assise en tailleur sur le canapé avec sa vieille tablette, traçant des petits cœurs sur l'écran. Quand elle est allée se brosser les dents, je l'ai prise pour la charger et j'ai vu un dossier que je ne reconnaissais pas. Il était caché derrière son application de dessin, intitulée « Souvenirs ». À l'intérieur se trouvaient des notes vocales, de vieilles photos et des messages sauvegardés, tous de ma famille, des choses qu'ils avaient envoyées il y a des mois avant que je ne les bloque. Il y en avait aussi de nouveaux, téléchargés depuis des comptes inconnus. J'en ai écouté un. La voix de ma mère, faible et déformée, « Tu manques tellement à mamie, Chloé. Maman est juste fâchée en ce moment. Elle se calmera. Tu nous verras bientôt. » Un autre venait d'Élise, d'un ton presque doux, « Salut, ma chérie. On pense à toi. Dis à maman d'arrêter d'être si têtue. On t'aime toujours. »
Ma gorge s'est nouée. J'ai fait défiler plus loin. Des photos de Chloé au parc. Son premier jour d'école. Même une de nous sur notre Porsche. Toutes prises de loin. Ils avaient surveillé, photographié, attendu. Quand Chloé est revenue dans la pièce, elle s'est figée en me voyant tenir la tablette. Je ne te l'ai pas dit parce que, a-t-elle murmuré, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Cela a fissuré quelque chose de profond en moi. Oh, ma chérie, ai-je dit en la prenant dans mes bras. Ce n'est pas ton rôle de me protéger. J'ai passé le reste de la nuit à nettoyer chaque appareil, à changer chaque mot de passe et à créer de nouveaux comptes. Chloé a eu une nouvelle tablette verrouillée sans aucune messagerie externe. Je n'ai pas dormi. Je suis resté à la table de la salle à manger à tout documenter pour mon avocat, date, nom de fichier, adresse IP lorsque c'était possible. À l'aube, j'ai imprimé des copies de tout et les ai glissées dans un dossier intitulé « Preuve niveau, rouge ». J'avais joué en défense assez longtemps. Il était temps de construire des murs qu'ils ne pourraient pas escalader. Les semaines qui ont suivi se sont fondues en un rythme étrange, appel de la police, courriel de l'avocat, alerte de la sonnette. Chaque son me faisait vérifier la fenêtre 2 fois. Et pourtant, à l'intérieur de notre maison, il y avait la paix. Une paix étrange et délicate. Chloé s'épanouissait. Elle avait recommencé à dessiner des super-héros, de minuscules personnages en cape se tenant entre le soleil et les tempêtes. Ça, c'est nous, a-t-elle dit un soir, en montrant une image d'une femme et d'une petite fille entourées d'un champ de force lumineux. J'ai souri. C'est assez précis. Elle a ri, et pour la première fois depuis des mois, son rire ne semblait pas prudent. Étienne a commencé à venir plus souvent, calme et constant. Il apportait le dîner, réparait des choses dans la maison, ou s'asseyait simplement avec moi pendant que je triais les papiers du tribunal. Tu as fait tout ce qu'il fallait, me rappelait-il. Ne les laisse pas déformer ça. Mais il continuait d'essayer, parfois via des comptes anonymes avec de faux noms, parfois par l'intermédiaire de personnes que je connaissais à peine. Un vieil ami de l'église envoyant des messages inquiets. Un ancien voisin affirmant que mes parents voulaient juste tourner la page. Un soir, j'ai reçu un message privé d'un compte nouvellement créé, le pardon est le devoir d'une fille. Je l'ai signalé, l'ai supprimé, et pour la première fois, je n'ai ressenti même pas une once de culpabilité. Au début de l'été, l'injonction d'éloignement a été officiellement accordée. La police a signifié l'avis. Le soir même, un orage a éclaté. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la foudre fendre le ciel, et j'avais l'impression que le monde expirait en mon nom. Une semaine plus tard, mon avocat a appelé. L'affaire est classée pour l'instant. S'il vous contacte à nouveau, nous passerons à l'étape supérieure. Classée pour l'instant, pas pour toujours. Mais c'était suffisant. 4 mois plus tard, le monde s'était adouci. Chloé dormait mieux, mangeait mieux, riait facilement. Nous l'avons changée d'école sous mon nom de jeune fille. J'ai changé de travail, télétravail, horaire flexible. La maison était plus légère, plus lumineuse, plus silencieuse. Un soir, alors que nous préparions des biscuits ensemble, elle m'a regardé et a dit « J'aime bien quand c'est juste nous ». J'ai souri, enlevant la farine de son nez. Moi aussi, ma chérie. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, j'ai traversé la maison, vérifiant les serrures par habitude. Tout était calme. Dehors, l'air bourdonnait de grillons au lieu de peur. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, regardant le reflet de notre petit salon, la lueur de la veilleuse de Chloé, la boule à neige sur l'étagère, les murs enfin libérés des fantômes. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu, une famille qui n'avait jamais vraiment existé, de l'argent que je ne reverrai jamais, une maison que j'avais à moitié payée mais que je ne possédais pas. Et puis j'ai réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que la paix n'était pas quelque chose qu'il pouvait prendre. La paix était quelque chose que j'avais bâti de mes propres mains. Il pensait que ma gentillesse me rendait faible. Il pensait que le silence était une reddition. Mais ils n'ont jamais vu que m'arrêter était mon coup le plus fort. Le lendemain matin, Chloé a tiré sur ma manche, ses cheveux encore en désordre de sommeil. « Maman » a-t-elle murmuré, « est-ce qu'on est en sécurité maintenant ?» Je me suis accroupi, j'ai rencontré ses yeux, et j'ai dit la seule chose qui semblait vraie. « Oui, mon bébé, nous le sommes. » Elle a souri. « Bien. Alors, on peut faire des pancakes ?» J'ai ri doucement. « Bien sûr. »
Et tandis que la poêle sifflait et que la lumière du soleil remplissait notre cuisine, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leurs excuses ou de mon nom sur un testament. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de ça. Notre calme, notre sécurité, notre vie reconstruite sur les cendres de leur contrôle. Chloé a levé les yeux alors que je versais du sirop sur son assiette et a murmuré, presque comme un secret, « Je suis contente que ce soit juste nous. » J'ai souri. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi.